Merci aux organisateurs, merci de m'inviter, merci d'accepter que ce soit en français, tout ça. Je suis un peu plus confortable. Et voilà. Oula, je ne peux pas regarder ça. Alors, j'ai bien aimé le passage au produit. On a parlé de la team ce matin, et puis on a switché sur le produit. Finalement, il y a des cercles concentriques, dev, ops, voilà, l'équipe, le produit, et puis jusqu'où on peut élargir. Moi, j'ai essayé encore de stresser ce cercle dans le sens de l'extérieur. Voilà. Et j'ai bien aimé Fall in love with the real problem of the customer. Moi, j'ai envie de dire même encore plus, Fall in love with reality, vous voyez, puisque c'est ça la question, c'est on sort du lab où on lève les mains du compilateur, voilà, et on s'intéresse vraiment à la réalité. Donc c'est ça qui est appréciable, je trouve, dans cette journée. Voilà. Alors moi, je vais essayer de répondre au fil de mon intervention à 4 questions que vous posiez peut-être pas, mais je pense qu'elles sont intéressantes. Et dans les discussions off, je sens que c'est des questions quand même latentes qu'il faut que nous affrontions ensemble. La première question, si un système, quel est-il finalement? La question du système, définition, contour du système, son fonctionnement. Deuxième question, pourquoi DevOps? Pourquoi on arrive là en fait à distinguer Dev et Ops? Ce qui est vraiment une bonne chose. Hein. Je reconnais dans les communautés DevOps et dans cette conférence justement ce passage à la réalité. On descend de la caverne de Platon, pour ceux qui connaissent, voilà, et on s'intéresse vraiment. Donc il y a quelque chose de très réaliste dans cette démarche DevOps. Mais pourquoi on a besoin de faire ça en fait? C'est ma deuxième question. Qu'est-ce qu'une machine à gouverner? J'ai mis dans le titre, donc je veux quand même vous donner un peu... c'est pas moi qui invente la notion, mais je vous en dirai 2 mots. Et puis, la question de la contrepartie. Puisque alors, finalement, ce que j'ai vraiment apprécié dans l'invitation des organisateurs, que je remercie encore, c'est qu'avec des gens comme vous, en général, je fais 3 parties. Je fais le résultat. Pour avoir le résultat, il faut un système. Et le système a des contreparties. Voilà. Mais avec vous, je n'ai pas besoin de faire le passage du résultat au système parce que je pense que quand on est DevOps, on sait que l'output, pour obtenir un output de la bonne manière, dans des bons niveaux de performance, etc., il y a besoin d'un système. Voilà. D'où ma première partie, qu'est-ce que le système? Mais alors, avant ça, peut-être je vous dis 2 mots sur qui je suis. Mon nom est certainement marqué là-haut, voilà. Et je travaille en fait chez IBM, je suis chercheur, voilà, donc j'ai fait de la recherche, en particulier dans le cadre d'un doctorat en droit de l'informatique. Et j'ai écrit un bouquin dont le titre est « Sous le règne des machines à gouverner », voilà, parce que je vais vous en dire quelques mots. Et puis, la dernière chose que je fais, oui, j'essaye à titre indépendant et aussi de bonne volonté, c'est d'aider, je dirige un comité éthique et scientifique indépendant, parce que des problèmes que nous devons affronter collectivement nécessitent d'aller casser certains concepts un peu faciles et parfois fallacieux. Voilà. Alors, pourquoi je veux vous parler de ces 4 questions et pourquoi je vais essayer d'apporter des réponses à ces 4 questions? Donc le système, donc passage du système à la contrepartie en passant par la question de la machine à gouverner et nous interroger sur le concept de DevOps. Si vous voulez, parce que je crois que pour proposer des solutions correctes, des solutions intéressantes, il faut quand même avoir des définitions non pas stables, non pas des définitions formelles et rigides, mais des définitions où nous sommes satisfaits continuellement en le regardant. Socialement, nous arrivons à être satisfaits de nos définitions. Voilà. Et en particulier, je crois que la définition du système, ça va être un petit challenge. Et juste un exemple de cet inconfort que nous avons avec certaines définitions, parler un peu de ChatGPT, puisqu'il y a aussi IA dans le titre. Alors, est-ce que j'ai été trop imprudent en proposant de parler aussi d'IA? Mais bon, j'essaye de participer au débat sur ChatGPT, puisque chez IBM, je m'occupe d'éthique de l'IA, donc c'est quand même mon rôle. Et alors, les gens ont tendance à penser que ChatGPT est un outil. Et c'est vrai que, de certains points de vue, je prompte et j'obtiens un résultat, et sans ChatGPT, je n'aurais pas eu ce résultat, et de ce point de vue-là, c'est un outil. Mais voyons bien que le résultat produit par cette machine-là, c'est à l'instant où je regarde l'interface, j'ai ce résultat-là. Et si je reprompte ou je reclique une deuxième fois, le résultat va un peu varier. Donc déjà, c'est un outil un peu bizarre qui ne fait pas 2 fois la même chose, vous voyez.
ou il fait des choses peut-être inattendues. Mais on peut encore me dire, oui, mais un marteau, il ne réagit pas de manière parfaitement déterministe, et donc un marteau est bien un outil. Mais moi je dis, les outils ne transforment pas le grand système d'information mondial. C'est-à-dire que ChatGPT n'a pas vraiment de frontières technico-fonctionnelles. En fait, d'une part, il y a la boucle de rétroaction, c'est-à-dire les outputs de ChatGPT sont certainement utilisés pour le renforcement de ces modèles, le renforcement de l'apprentissage. Donc déjà, on a cette réintroduction en input et des outputs de ChatGPT. Et puis, ChatGPT, comme nous le savons, est utilisé maintenant dans des business process. C'est-à-dire que ces outputs vont informer d'autres services automatisés. Et moi, je dis, un outil ne transforme jamais le grand système d'information mondial de manière non contrôlée. D'accord ? Mettons-nous d'accord sur cette définition, parce que c'est quand même dommage de... Et ça, c'est l'erreur que fait, par exemple, la Commission européenne. Je suppose que vous n'allez pas tous vous jeter sur le document, donc moi, je l'ai lu, je peux vous dire. Comme la Commission européenne veut réguler l'intelligence artificielle, ça s'appelle l'IA Act, d'accord ? Globalement, elle considère que l'IA, c'est une forme de chose du monde, d'objet technique, voilà, qui a des frontières bien délimitées, et puis on peut s'occuper l'IA à haut risque, l'IA à faible risque, etc. Mais ce n'est pas comme un chien dangereux à qui il faudrait mettre une muselière, vous voyez, ou ce n'est pas comme un marteau-piqueur déficient. C'est-à-dire, si c'est un outil ou un organisme, je peux le qualifier de dangereux ou inoffensif. Mais si c'est du code, des 1 et des 0, qui vont se fondre dans le grand système, et donc je vais parler tout de suite du système, alors les choses sont un peu différentes. Donc, vous voyez, je crois que nous avons une question sur de définition. Qu'est-ce que nous voulons dire quand nous disons système ? Et pourquoi les grands experts européens, parce que ce n'est pas des quiches, a priori, préconisent, sérieusement et sans rire, de caractériser les IA en fonction de leur niveau de dangerosité. Alors que si je vous demande si on a des discussions pendant 5 minutes, vous allez me dire, bah oui, c'est du code, c'est du logiciel, quoi. Donc le logiciel, ça se versionne, hop, un changement de niveau d'OS, bah, le code va se transformer. Il faut bien le réinstaller sur un nouveau framework ou une nouvelle machine virtuelle. Donc, voilà. Voilà, c'était mon introduction. C'est mes raisons de vouloir vous emmener à travers ces 4 questions. Alors, qu'est-ce que le système ? Alors, les frontières du système, c'est sûr qu'on a entendu parler du produit tout à l'heure, d'un produit logiciel, et c'est vrai, un produit a, d'une certaine manière, des frontières. Les frontières du produit. Le product owner sait reconnaître les séries d'instructions qui lui appartiennent. Et d'ailleurs, la propriété intellectuelle lui dit, voilà, tout ça, là, ce code source, c'est le tien, voilà, c'est ton produit. Donc ça, de certaine manière, on comprend que c'est des frontières conventionnelles, c'est pas comme les frontières de cette table, vous voyez ? Alors, le système, de quoi est-il composé ? Où sont ses frontières ? Je crois que c'est plus large que simplement la granularité, c'est pas celle du produit. Voilà. On pourrait dire que c'est le système d'information d'entreprise. Bon. Mais, encore une fois, l'entreprise est connectée jusqu'à preuve du contraire, et la plupart du temps, avec ses clients, ses fournisseurs, sa banque, ses assurances, etc. Et donc, tous ces workflows. Alors, il y a des firewalls, on peut dire, bon, bah, le système d'information est délimité par son firewall, mais je pense que certains d'entre vous pourront me dire que c'est plus compliqué, voilà, parce qu'il y a des échanges de données qui sont dans d'autres modalités, disons. Donc, les frontières du système n'est pas forcément non plus un système d'information, et finalement, moi, je m'intéresse au grand système, au système total, c'est-à-dire tous les ordinateurs du monde, disons, connectés à Internet, et les ordinateurs allumés, voilà, parce que ceux qui sont éteints, ma foi, ils ne nous intéressent pas tellement, parce qu'à ce moment-là, disons, ils ne font rien, donc on peut dire qu'ils ne sont pas plus partie du système. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que les gens, souvent, en éthique de l'IA, on s'intéresse aux algorithmes, aux modèles, vous voyez ? Mais ces objets, ces concepts, algorithmes, modèles, moi je dis de manière un peu provocatrice, mais où est l'algorithme ? Je l'écris au tableau et vous vous mettez à coder, hop, il est disparu. Vous l'avez instancié, vous l'avez transformé d'une certaine manière en instruction, en 1 et en 0 en fait. Et l'algorithme ? Alors, bien sûr, on peut regarder un bout de code et reconnaître l'algorithme, c'est-à-dire à peu près l'intention mathématique du... Alors là, il y aurait encore une discussion, hein. Moi, vous savez ce que je dis, c'est vraiment des ouvertures à la discussion. Mais le point que j'essaye de faire, c'est l'algorithme, le modèle, sont des objets, des concepts pratiques pour discuter, mais à réguler pour le juriste, c'est l'enfer.
Parce que c'est un peu comme l'IA à haut risque, si vous voulez, elle est nulle part. L'algorithme, moi je dis, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a que du code. L'algorithme, à la limite, je veux bien, c'est sur le tableau. Parce que, encore une fois, le code se versionne, parce qu'une faille de sécurité, parce qu'une montée de version, parce qu'un API, si ma série de 1 et de 0 a changé, est-ce que je peux encore parler de l'algorithme? Donc ces problèmes sont compliqués, et donc moi je dis que le système, c'est un grand système de règles, il est très large, c'est un grand système de règles. C'est un grand système de règles. De règles, alors qui correspond, bien sûr, le système a besoin d'une contrepartie matérielle. C'est pas ma contrepartie de la quatrième, il faut que j'arrête d'utiliser le mot partie. Donc, disons que le software a besoin de hardware, d'accord? Et le système d'information, oui, a besoin d'un support matériel de calcul, et ça c'est de l'électricité, c'est de l'énergie, d'accord? Et c'est des matériaux. Mais donc on peut dire qu'il y a la version physique du système, les câbles, on sait, sous-marins qui passent sous l'Atlantique, etc., les réseaux, les routeurs, tout ça, les fils le Wi-Fi, mais il y a le système de code, le système prescriptif, disons, c'est-à-dire le système d'instruction. Avec des couches intermédiaires, vous le savez tout ça, aussi bien et mieux que moi, donc il y a jusqu'à la couche du microcode, voilà, avec les portes logiques des microprocesseurs qui sont fermées ou ouvertes, et finalement le système qui est intéressant, moi je le trouve intéressant, ce système à regarder, il y en a qui parlent d'infosphère, voilà, bon, c'est le système d'information, le grand système, quoi. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Déjà pour dire, mais je pense que je n'ai pas besoin de trop de vous convaincre, il n'y a pas trop d'algorithmes ou de modèles, disons, ça existe, on a besoin pour travailler, mais le système ne les convoie pas comme ça dans une petite mallette. Disons qu'ils disparaissent, ça devient des 1 et des 0, ça devient du code. D'accord ? Et alors, la question maintenant, c'est la deuxième question. Donc voilà le système qui intéresse, un grand système de règles. Ma deuxième question, rappelez-vous, c'est pourquoi DevOps, pourquoi nous arrivons à devoir expliquer aux autres, attention, alors peut-être je me mets du point de vue du Ops, pourquoi j'ai besoin de dire aux devs, attention, calme-toi sur le versionning, 2 minutes, on va déjà essayer d'opérationnaliser, d'implémenter, et aussi il va falloir maintenir. Ou alors peut-être que c'est le développeur qui va dire, attends, t'es bien gentil, mais pourquoi j'ai pas le niveau de service? C'est parce qu'un code, ça se maintient. Il faut gérer la dette technique, comme on a dit tout à l'heure. Pourquoi nous arrivons à devoir faire cette distinction et nous regrouper pour faire un contrefort, si vous voulez, pour dire stop, du calme, soyons plus raisonnables et essayons de nous occuper de faire marcher ce truc. Alors, parce qu'on pourrait faire différent, finalement on pourrait s'organiser, de dire toi tu t'occupes du code vieux et toi du code récent. Ou alors on pourrait dire toi tu t'occupes des problèmes NP complets et toi des problèmes mathématiques, disons l'algorithmie très, très basique. Vous voyez, on n'a pas n'importe quel type de distinction qui émerge. Une conférence comme ça, et des journées comme ça de DevOps, ça vient de quelque part. Le fait que nous devions distinguer Dev et Ops. Ça ne vient pas de nulle part, ce n'est pas un hasard, si vous voulez. Ça vient d'un besoin et aussi d'une histoire des idées. C'est ça que j'ai travaillé dans mon bouquin. Bon. Alors, qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Eh bien, en fait, Dev et Ops, regardez, c'est la même distinction que pour ceux qui ont fait un peu de la science politique ou la séparation des pouvoirs. Vous savez, en science politique, on a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ça, c'est connu. D'accord ? Disons, on peut dire le Dev, c'est le législatif, c'est-à-dire j'écris les règles. L'exécutif, c'est Ops, il faut implémenter les règles. Et à la limite, on peut dire le judiciaire, il va faire le trade-off, ou c'est le juge, donc c'est peut-être le programmeur ou l'architecte qui va venir, ou celui qui fait du support logiciel, qui dit ouais, attention, il y a tout qui est planté, donc voilà. Donc cette distinction, elle a à voir avec la science politique, la science juridique, et c'est ce que je vais vous dire maintenant. Mais alors, quand on ne le regarde pas et quand on croit que l'informatique, c'est de la mathématique appliquée et un peu d'électronique, nous n'avons qu'un problème d'optimisation. Là, je fais un tout petit écart sur le problème de l'optimisation informatique, l'optimisation du code. Je parle de l'optimisation énergétique du code. Vous me comprenez? C'est réécris-moi ce code pour qu'il ait besoin de moins d'électricité pour faire son run, d'accord? Mais j'ai eu ce genre de discussion avec des gens quand même très calés, et
moi, vu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le système qui se déploie au niveau mondial, à quoi ça sert d'optimiser énergétiquement un bout de code? Puisque si je fais moins 30% de consommation, peut-être qu'il y a un petit malin qui va le copier 200 000 fois sur des serveurs parce qu'il va resservir, etc. Et donc, alors les 200 000 instances du code vont chacun consommer un peu moins, mais ce n'est pas intéressant de consommer moins beaucoup d'énergie. Vous voyez, ce qu'on aimerait, c'est de consommer moins vite beaucoup plus d'énergie. Ce qu'on voudrait, c'est consommer moins d'énergie pour l'IT mondial. Si je reviens sur mon idée, le code n'a pas de frontière interne, ce n'est pas un organisme, ce n'est pas comme un chien ou comme un marteau-piqueur. Optimiser la technique, oui. J'optimise mon marteau-piqueur, il peut consommer moins à la fin. On peut penser que l'évolution naturelle optimise les caractères des organismes vivants. On peut penser ça. Et donc, très bien, peut-être le chien est plus efficient énergétiquement que le dinosaure l'était. Donc ça, très bien. Mais le code ne s'optimise pas. Sauf au niveau global. Enfin, le code s'optimise. Optimisez-moi votre programme. Mais en fait, ça ne résout pas un problème de montagne de charbon qu'il faut brûler pour calculer tout le système informatique mondial, quoi. Parce que ce n'est pas magique, il n'y a pas un gentil génie qui vient bloquer tous les autres, qui vont faire du reuse, faire des API, répliquer votre code et en faire de la data pour être attaqué ailleurs, etc. Voilà. Donc on arrive à cette idée bizarre, et je suis prêt parce que j'en ai beaucoup parlé, et je sais que c'est un peu étrange comme idée, mais je ne vois pas comment on peut sortir de ça. Nous avons une sorte de chose qui nous empêche, qui nous fait croire, j'ai entendu le mot génie logiciel ou ingénierie logicielle tout à l'heure, qui nous fait croire que le logiciel est un problème d'ingénieur ou de mathématicien. Ce qui n'est pas faux. Mais moi, dans mon bouquin et dans mes histoires, je suis quand même fatigué à lire et à écrire, donc je vais vous dire ce que j'ai trouvé. C'est que le logiciel, c'est ce que cherchaient les juristes depuis au moins le XVIIe siècle. Parce que je lis des vieux bouquins, limite en latin, où il y a des philosophes du droit, vous voyez, qui écrivent des trucs, eh bien, ils me décrivent le système logiciel. Parce que les juristes, ils veulent, j'ouvre les guillemets, suivre la méthode des mathématiciens quand on invente la méthode scientifique, c'est-à-dire ils veulent écrire la loi très bien, donc dans un langage très formel, ils veulent pas que la loi soit trop interprétable, ils veulent des règles bien claires, on parle de normes claires en droit, voilà. Ils veulent la règle en système, ils veulent la déduction de la solution. Et attendez ça, la déduction en logique. Mais qu'est-ce que c'est de déduire logiquement le résultat d'un système de règles formelles? Est-ce que ce n'est pas une définition possible du logiciel? Et ça, c'est ce que la modernité juridique cherche fébrilement depuis des siècles. Alors, soit je dis, moi je dis, ok, il faut prendre cette proposition au sérieux, et oui, le logiciel est une obtention on sait souvent, si vous prenez un bouquin d'histoire de l'informatique, on va vous dire que ça hérite de la machine de Pascal, donc une machine à calculer, et puis des machines programmables. Et pourquoi on ne dit pas « et il y a de la règle, c'est donc du droit aussi ». C'est ce long mouvement de modernisation de la gouvernance politico-juridique qui donne l'informatique. Parce que c'est de la règle en système dont on déduit la solution. Et on calcule, et alors là, il y a plein d'exemples, si vous voulez, peut-être un des plus flagrants, c'est que vers les années 60, il y a deux groupes qui font exactement la même chose mais qui ne se connaissent pas. C'est les logiciens du droit, donc eux c'est des juristes qui aiment bien la logique, et les programmeurs logiciels de l'informatique qui est en train de naître. Et ils font le même boulot, mais ils ne le savent pas, ils ne se parlent pas. Et aujourd'hui ça fusionne parce que quand vous lisez, et là je ne vais pas vous embêter avec ça, mais quand vous lisez par exemple le fameux IA Act, je vais vous dire un truc, vous le verrez très bien, c'est de la spec, c'est de la mauvaise spécification technique. C'est-à-dire les parlementaires votent, en gros ils décrivent des procédures que doivent suivre le logiciel. En fait, ils décrivent de la procédure automatique, mal, parce que s'ils ne sont pas informaticiens, il ne faut pas de DevOps. Et qu'est-ce que fait le start-upper? Il n'est pas bête, il lit ça, il dit « Ah, moi j'ai une idée de business ». Et il encode simplement la description. Et d'ailleurs, ça va même plus loin que ça, parce qu'on m'a expliqué il n'y a pas très longtemps, je ne savais pas, que dans la Commission européenne, il y a un service spécialisé où c'est vraiment les gens comme vous, des boîtes, qui viennent expliquer « Voilà ce qu'on voudrait ». Et donc, ce sur quoi, après, les parlementaires votent en croyant que c'est du droit, eh ben, c'est cette description du logiciel. Donc moi je dis historiquement, nos sociétés veulent se gouverner par la loi et ça devient du code informatique. Historiquement et techniquement.
je trouve que ça fait beaucoup quand même de coïncidences. Et alors là, si c'est vrai, cette hypothèse-là, excusez-moi, hein, je fais des rebonds là, avec mon idée, mais regardez, ne nous inquiétons pas, il y a une table de billard, c'est juste la boule qui rebondit partout. En fait, je dis à chaque fois la même chose, mais je prends sous un angle différent, donc il ne faut pas s'inquiéter, d'accord ? Donc du coup, avec mon allégorie foireuse, je ne sais plus du tout ce que je voulais vous dire. Alors, les juristes au XVIIe siècle commencent à écrire « il faudrait la loi, très bien, Léviathan », pour ceux qui ont entendu parler, Hobbes, Léviathan, c'est un truc, il dit voilà, il faudrait une sorte de puissance théorique qui dise un pur principe de commandement. Ben, moi je dis, le grand système des machines à gouverner, c'est l'agent numérique. D'ailleurs, même au Moyen-Âge, quand vous lisez la littérature, si jamais ça vous intéresse, sur les anges, parce qu'il y a des grosses têtes qui écrivent « les anges, ils font comme ci, ils font comme ça ». Vous savez quoi ? L'ange, c'est le pur agent numérique. Il convoie des messages, il n'a pas de corps, c'est une pure instance calculatoire non rationnelle, c'est-à-dire vu qu'il n'est pas de limite corporelle, il est parfaitement déductif. Et il y a d'autres choses qu'on pourrait lire qui mettent en scène des histoires, des pièces de théâtre ou des romans qui mettent en scène des anges, des petits diablotins. Et bien vous allez voir, c'est ChatGPT les trucs. Mais sauf que c'est écrit au XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que si je suis un ange capable de parler, je m'en fous en fait. Je peux vous épuiser dans mon dialogue. Parce que je suis branché sur le système électrique mondial. Du coup, promptez-moi à l'infini, je vais dire n'importe quoi. Et donc il y a une des histoires, pour ceux qui s'intéressent, c'est dans le Faust de Goethe, où Méphisto, qui est un ange, voilà, Méphistophélès, c'est même un diable, vous voyez, c'est pas. Mais donc lui, il arrive et en fait, il provoque en duel un certain personnage. Mais alors du coup, on comprend, mais il le provoque en duel, pourquoi ? Parce qu'il s'en fout. Il ne peut pas mourir. Donc, alors que nous, si vous êtes au courant, nous pouvons nous fatiguer, nous décourager ou même être en danger. Et du coup, nous avons un rapport de langage, nous parlons en faisant attention à peu près. Ou alors, quand nous mentons, parfois c'est une mauvaise habitude, mais enfin bon, si je n'ai pas trop l'habitude de mentir, et si là je mens parce que ça me paraît plus facile, je sais qu'il va falloir affronter des conséquences. Voilà. Mais l'agent numérique n'a pas besoin d'affronter des conséquences. Ok ? Donc, si vous m'avez bien suivi, excusez-moi, excusez-moi, on refait en une demi-heure 4 siècles de modernité, donc j'essaye de... Voilà. Donc, à partir du XIIIe-XIVe siècle, les juristes disent on va arrêter les conneries, alors c'est vraiment à partir du XVIIe, mais tendanciellement, ils disent on va arrêter les conneries, on va suivre la méthode des mathématiciens, on va prendre le principe de dichotomie. Tu as un problème de gouvernance ? Ok, c'est quoi tes 3 grands principes ? Je ne sais pas, liberté, égalité, fraternité. Ok. Après, vas-y, donne-moi les sous-principes. Clac, 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 on descend ça jusqu'à la norme et on déduit les normes. Ça, c'est très théorisé par des juristes. Je pourrais vous dire non, ça ne va pas vous intéresser. C'est théorisé et on déduit. C'est déductif. Et donc, normalement, réglons chacun jusqu'à la norme instrumentale, celle qu'on peut encoder. Et donc, réglons chacun des petits problèmes du découpage prescriptif pour régler le grand problème de la société. Ça suppose 2-3 trucs. J'arrive sur la question de la contrepartie. C'est quoi les présupposés de ça ? C'est que ça présuppose que les gens vont obéir comme des robots. Vous avez entendu parler de ça ? Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, une petite devinette, puisqu'il faut faire des participés, donc je fais du participatif. Est-ce que, donc je suis désolé, je fais un petit switch de 200 km, j'arrive en France. En France, combien il y a de nouvelles règles de droit chaque année ? Qui pense plus de 30 ? Okay. Qui pense plus de 100 ? Plus de 1000 ? Plus de 10 000 ? Alors, en France, chaque année, le grand système produit plusieurs dizaines de milliers de nouvelles règles de droit. Et je ne compte que le droit en langage naturel, parce que je ne compte pas de ChatGPT qui me produit des règles artificielles toute la journée. Revenez sur ma première définition où je dis c'est le grand système, le système que nous devons affronter, c'est un grand système de règles, un grand système d'instructions. Droit, loi, procédure, logiciel.
Alors oui, les instructions logicielles, elles sont en langage formel et puis elles sont en logique, disons, booléenne. C'est d'accord, donc je ne peux pas les lire, mais on a quand même des machines qui les exécutent. Alors que la règle de droit, elle est en langage naturel et éventuellement, j'en ai même pas entendu parler, donc je ne peux rien obéir du tout. Mais je trouve ça intéressant de demander, ok, je vis dans un monde où il y a des centaines et des centaines de milliers de règles qui sont plus ou moins instrumentées. Quand elles sont encodées dans un ordinateur allumé, alors elles s'exécutent, plus personne ne peut en discuter, elles ne sont pas interprétables. Quand elles sont juste écrites dans une loi que personne n'a jamais lue, bon, l'effet de la règle ne se fait jamais sentir. Et tout le reste, c'est, je crois, trop. Alors, donc j'arrive sur la conclusion, et quelle est la contrepartie, c'est-à-dire dans le monde réel, à quoi ça rime de vivre dans un système qui produit très très vite plein de règles. Et encore une fois, toutes les règles logicielles, quand les ordinateurs sont allumés, elles obtiennent leur effet immédiatement. D'accord ? Alors que les règles simplement écrites dans une constitution, il faut encore de la police avec des matraques pour obliger les gens à obéir. D'accord ? Ou même parfois sans matraque, parce que parfois la loi c'est cool. Okay ? Moi je suis juriste, j'aime la loi, vous voyez, mais j'aime pas. Alors dans le droit, en fait, il y avait deux trucs. Ça, je vous dis le tour de passe-passe de Léviathan, si vous voulez. En fait, il y a la loi et le jugement. Dans le droit, il y a la loi et le jugement, d'accord ? C'est bien, il y a des lois, et quand je reçois la loi, normalement, vous me donnez des instructions, ou même là, regardez, il y a des lois là, c'est de la loi, là, la procédure en cas d'incendie, c'est là ? Oui, voilà. Il y a des instructions, d'accord ? Ni vous ni moi n'avons la moindre idée de ce qui est marqué sur ce truc-là. Mais admettons que nous ayons, en entrant, pris connaissance de la loi qui s'applique dans cet amphithéâtre en cas d'incendie. Alors, nous n'allons pas obéir comme des robots. Nous allons, ayant éventuellement connaissance de la règle, l'interpréter, dire « Ok, ils disent de ne pas courir, mais là, je vais courir là. » Ok ? Ou pas. En fait, ce qui est intéressant avec la loi, c'est qui m'a dit ça et quelle était son intention et est-ce que c'est intéressant en l'occurrence, vous voyez ? Donc c'est ça que fait un juge dans un tribunal. Le juge, il a la loi, on lui donne et il dit « Ok, je comprends ça. Il y a des lois que je ne connais même pas qui concernent cette situation, mais je vois que la vieille dame a un enfant. Alors là, non. À s'occuper, non. Ça ne va pas être les 15 ans de prison, ça va être le bracelet électronique. » Il a tordu la loi, autrement dit, il a ignoré la loi. Mais ce que je viens de vous dire là, c'est un peu honteux pour les juristes qui travaillent sous un paradigme où la loi s'obéit, parce qu'à la fin, il faudrait avoir un grand logiciel. Mais ils ne savent même pas ce qu'ils disent, en fait, parce qu'ils n'ont pas parlé aux gens de DevOps. Donc moi, j'essaye d'amener ici des juristes, je suis tout seul, mais vous voyez, je dis quand les juristes et les informaticiens, on se parlera, parce qu'on fait le même métier. L'informaticien, c'est le juriste moderne accompli, celui qui ne fait plus que de la loi automatiquement obéie par des agents numériques. C'est intéressant. Et le juriste, c'est un peu un informaticien raté. Ou alors, mais c'est quand même raté, mais il gagne moins souvent, mais il a un beau métier parce qu'il a le métier de préserver le jugement. Parce que vous le savez, vous mettez un logiciel, l'agent numérique ne comprend pas ce que vous voulez, d'accord ? Il ne met aucune bonne volonté à essayer de faire attention. Vous programmez bien votre soft, voilà, vous avez le résultat. Alors les contreparties, il y en a 3, et je vais arrêter là. Pour moi, il y a 3 grands types de contreparties dont il faut s'occuper. Contrepartie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire si je vois l'immense système de règles qui s'enrichit à toute allure, il y a 3 choses dont nous pourrions nous inquiéter. Premièrement, ça ne veut plus rien dire. Alors, pour les informaticiens, ce n'est pas trop un problème parce que le langage informatique ne signifie rien. C'est un langage formel, donc vous inquiétez pas trop de la perte de la signification. Mais le juriste, ça l'embête parce que normalement, il s'était fatigué à bien écrire la loi pour dire un truc en particulier. Mais ce que m'apprend l'informatique, quand je l'envisage comme juriste, je dis mais ma méthode de bien faire du droit donne tendanciellement du logiciel. Donc quand je m'occupe de très bien écrire la loi et de la mettre en système et d'en déduire la solution, à la fin j'obtiens un logiciel qui ne veut plus rien dire. Donc première contrepartie, la signification, l'intelligibilité, à quoi ça rime tout ça ? Okay. Deuxième contrepartie, le découragement. Est-ce que vous avez déjà vu des collègues qui ne voyaient pas le sens de leur travail ? Pour ceux qui ne savent pas, en France, encore une fois, j'ai que des exemples, j'aurais dû prendre des statistiques suisses, mais est-ce que
statistique, la loi des grands nombres est valable en Suisse, je ne sais pas. C'est pas insultant. Puisque je pense qu'il y a beaucoup de juristes qui disent que c'est une meilleure démocratie, c'est les petites... voilà. Bon. Bref, donc, décourageant, à taille humaine, disons. Découragement, c'est quand j'ai de très nombreuses lois et procédures à obéir, je me décourage. Pourquoi la durée de vie professionnelle d'une infirmière en France, c'est entre 3 et 5 ans? Malgré la bonne volonté, souvent c'est des filles super qui ont envie d'y aller, parce qu'elles sont écrasées sous le poids du process. Mais, qu'est-ce qu'ils nous disent les gros malins qui veulent réglementer l'IA à l'hôpital? Ils parlent que du médecin augmenté. Mais moi je dis, vu que l'IA c'est que du logiciel, et que le logiciel c'est que de la bureaucratie automatique, pour un médecin augmenté, il faut 2 infirmières découragées. Voilà. Il ne faudrait pas rigoler parce que parfois les infirmières, c'est bien pratique. Et alors, donc, l'intelligibilité, l'énergie psychique pour affronter le grand système normatif total, et l'énergie et sauver la planète, puisque est-ce que l'informatique, ce n'est pas des 1 et des 0? Disons, les 1, c'est le courant passe, le 0, c'est ah non, le courant passe pas. Excusez-moi, je ne suis pas vraiment micro-électronicien, comme vous pouvez commencer à vous en rendre compte. Donc, en tout cas, ce que je dis, c'est 1, ça passe, 0, ça passe pas. Le 1, c'est de la dette écologique, c'est du charbon qu'il faut brûler. Je ne vous refais pas la démonstration, pourquoi on ne met pas une éolienne au cul de chaque data center. D'autres personnes en parlent beaucoup mieux que moi, mais faites-moi confiance, l'énergie au niveau mondial, c'est plutôt de l'énergie carbonée aujourd'hui, et donc tous les 1 du monde sont du CO2 sur les ordinateurs allumés. Parce que les ordinateurs éteints qu'on ne rallumera jamais, ils n'aspirent plus d'électricité, d'accord? Voilà l'énergie aussi, parce que je crée de la règle informatique, et même juridique, parce que le droit se transforme en informatique, eh bien, j'ai besoin de plus en plus d'énergie. Voilà les contreparties. Quand je parle de contrepartie, c'est pour finir, mon dernier mot peut-être, je parle d'une contrepartie irrémédiable, indiscutable et irrémissible, j'insiste un peu. C'est la contrepartie, on ne peut pas négocier. Il n'y a pas d'échappatoire. Là, c'est une nécessité technique. Et c'est les informaticiens qui le savent mieux que les juristes, parce que les juristes croient qu'en écrivant des super lois, ça règle les problèmes de la planète. Vous savez qu'une nouvelle ligne de code, si elle va être calculée, il va falloir que l'ordinateur soit branché sur une prise de courant. D'ailleurs, j'ai oublié, mais j'aurais besoin d'un adaptateur ce soir. Bon. Allez, merci, et à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Arnaud, super. Wow. Qui veut, voilà. Merci beaucoup. J'ai une question. Si le système juridique, c'est un ensemble de règles oui. Écrites en langage formel, finalement, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de tout rentrer dans ChatGPT et puis d'avoir un système qui remplace les avocats, les juristes? En effet, il n'y a pas de jugement dans ChatGPT, il n'y a pas la notion du jugement, c'est-à-dire le moment où rappelez-vous l'ange s'en fout. C'est comme l'agent numérique, d'accord? Il n'a pas de contraintes. Oui, l'humain est biaisé dans le standard mathématique, c'est-à-dire que nous calculons assez mal, globalement, et nous traitons très mal les probabilités. Voilà. Mais j'attire votre attention sur le fait, pour répondre à votre question, que quand je vais vouloir traverser la rue tout à l'heure, l'information statistique ne m'intéressera pas. Parce que je ne vais pas essayer 100 000 fois de travailler, je reviens sur la loi des grands nombres, je n'ai pas envie d'essayer 100 000 fois au même moment et de réussir la plupart du temps. Moi, c'est un autre type de raisonnement que je vais faire, je vais regarder dans mon cas à moi, puisque je n'ai qu'une chance de réussir, d'accord? Donc, pourquoi un robot juge n'est pas meilleur a priori qu'un robot humain? Alors, bien sûr, c'est des longues discussions, mais je crois que c'est tout simple. C'est que mais je comprends que vous posiez la question, puisque nous sommes dans le paradigme moderne, il faut que ce soit valide, c'est mieux. Voilà, d'accord? Non, mais si c'est valide statistiquement, c'est mieux si je suis un agent numérique. Mais valable substantiellement et concrètement, c'est mieux si je suis un être humain, si j'ai une chance de bien faire. Alors, deuxième objection, donc il n'y a pas de jugement dans le robot juge. Deuxième objection, en fait, pour vous faire simplement, je n'ai pas le modèle de gouvernance totale
c'est pas, il y en a qui ont essayé, c'est la Russie soviétique, voilà. Donc il faudrait un modèle avec toutes les lois, très rationnel, et puis tout déterministe, et puis si tout le monde obéit parfaitement, ça va mieux. Mais je crois justement que l'informatique nous enseigne quelque chose. Le système informatique, l'ordinateur, nous apprend que les choses ne vont jamais mieux que dans un ordinateur. C'est-à-dire qu'un grand système de plein de règles, vraiment un système valide, très logique, eh bien, si je joue à le jeu de foot, là, je ne sais plus, FIFA, je ne sais plus combien. On est à combien? Je ne sais pas. Bon, 19, 30, je ne sais pas. Bon. Donc, si je joue à FIFA, c'est mieux d'avoir un grand système de règles. Mais c'est pour jouer. Un système de règles formel, voilà. Mais si je suis dans la vraie vie, système de règles formelles ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que, les règles formelles, ce n'est pas les règles substantielles, elles n'ont pas de signification. C'est quand même pas très facile à obéir, d'accord? Et 2, ça présuppose qu'en gros, j'ai des ressources infinies. Je dis, il n'y a pas de monde réel, donc on n'est que des agents, donc on peut, comme des anges, donc là, on peut obéir parfaitement, c'est OK. Mais non, en fait, là, nous, c'est un peu différent notre instance. C'est pour ça, je crois, pour y avoir bien réfléchi, que RoboJuge, ça ne marche pas. Une autre question? Bonjour, et puis merci, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Merci. Mais du coup, je m'interrogeais sur... Vous avez filé cette métaphore, enfin, cette comparaison, cette analogie entre le système juridique et l'informatique sur les 30 dernières minutes. Mais pour quelle finalité, finalement? Est-ce que toutes ces réflexions que vous menez, c'est pour se poser la question de comment est-ce qu'on va modérer ce système mondial informatique que vous avez mentionné? Est-ce que c'est pour anticiper les problématiques liées à l'arrivée d'un mastodonte comme ChatGPT? Est-ce que c'est pour une fin écologique aussi, avec tout cet impact que l'on connaît du système informatique? Finalement, toutes ces réflexions que vous avez, tout ce travail que vous faites, voilà, il y a ce côté finalité portée que j'ai un peu de mal à distinguer. Ok. Bon, je ne vais pas commencer par là parce que je trouve que c'est plus intéressant de vous donner des problèmes qu'une solution, d'accord? Et en plus, c'est vraiment, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe au XIIIe, XIVe siècle, je voulais vous dire, je dis refus d'énoncer, et puis allez, je vous le dis. C'est que le standard de la bonne décision, du bon jugement, encore au Moyen-Âge, mais à la suite d'Aristote, bon, c'est la décision équitable, en circonstance. Ça veut dire quoi? Rendre à chacun, selon son dû, le juste partage. La bonne chose à faire. La loi ne doit pas empêcher que je fasse le bon truc. D'accord? Donc je pense que cette procédure-là, elle n'est pas trop mal parce qu'elle ne m'empêche pas de faire le bon truc s'il y a le feu. D'accord? Déjà, en général, je ne la lis pas, donc déjà, ça m'empêche. Et même, je pense que c'est rédigé avec précaution parce que les mecs qui écrivent ça, ils se disent, il y a vraiment du danger. Donc il ne faut pas qu'ils disent mettez-vous tous à quatre pattes. Non, parce que peut-être qu'ils vont le faire et là, c'est vraiment la catastrophe. Donc la loi ne doit pas empêcher le bon jugement en circonstance. Et bon, ça veut dire quoi? Désolé, je sais que c'est pas très favorable ici de ne pas pouvoir définir correctement un terme. Ça veut rien dire, rien et tout. C'est-à-dire, c'est mieux de faire bien. Ça. Bien, c'est mieux. Pourquoi? Regardez, si je parle bien, ça vous intéresse, vous êtes content d'être venu, vous rentrez, vous êtes de bonne humeur, c'est mieux. Après, si je bois trop, vous voyez l'inconvénient, etc. Donc, la juste chose à faire se reconnaît en circonstance. C'est ça qui est encore très présent dans la pensée classique, dans la philosophie classique. C'est ça que la modernité, je le fais très simple, veut oublier pour pouvoir calculer tranquille. Parce que la méthode scientifique est tellement fascinante qu'on se dit, mais ouais, on va objectiver tous les problèmes et après on pourra trouver une solution optimale. Eh bien, ça donne l'informatique. Et donc, qu'est-ce que j'essaye de faire? J'essaye de, déjà, il y a 2-3 trucs. Donc, il faut, je pense que ce n'est pas bien de mentir ou de se tromper. C'est-à-dire, quand la commission dit on va repérer les IA à haut risque, d'abord je rigole et après je m'énerve parce que je dis non, c'est n'importe quoi, c'est du code, donc excusez-moi. Est-ce qu'on est dans une blockchain, qu'on reconnaît la suite de 1 et de 0 et qu'on caractérise voilà, là je comprends, mais si ce n'est pas le cas, je ne vois pas comment on repère une IA à haut risque, si vous voulez, à part sur une plaquette de marketing, je regarde les features et je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Donc, c'est pas bien de se tromper. Donc moi, mon ambition, c'est d'insister, de dire, regardez, il y a peut-être un grand système de règles totales que nous ne décidons pas et qui brûle des montagnes de charbon pour calculer quoi, on ne sait pas bien, mais il n'est pas tellement plus intelligent que le grand système juridique total qui est bourré d'injonctions contradictoires et on appelle ça démocratie. Donc mon intention, je crois que vous la comprenez, c'est que je suis quand même inquiet de ce truc-là. Et voilà.
Ça va? Une autre question, j'espère, je sais pas. Je vais rendre la parole, hein, sinon c'est logique. Non, Il faut savoir s'arrêter. On a encore un petit moment. C'est passionnant. Donc, Alors, je peux dire peut-être juste un dernier mot pour les informaticiens. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, parfois, ce qui est frustrant, je reviens sur le découragement professionnel. Je travaille, je ne vais pas rappeler le nom de mon organisation, mais parfois, on a l'impression d'une procédure top-down relativement indiscutable et pas toujours très attentive à la réalité. Voilà. Et je trouve que c'est beaucoup plus motivant, si je travaille, quitte à travailler, d'avoir conscience que si je réussis, les choses vont aller mieux. C'est-à-dire, je vais me bosser fort parce que si j'y arrive, c'est vraiment mieux. Mais je peux comprendre pourquoi. Et une partie du travail, aujourd'hui, est organisée, est découpée en tâches. Et en fait, oui, je peux peut-être réussir ma tâche, mais est-ce que les choses vont aller mieux? C'est pas sûr, parce que c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette connaissance, cette conscience des choses? C'est nous organiser collectivement. Alors, il y a des méthodes, en particulier une qui s'appelle l'informatique délibérative. Voilà. C'est-à-dire le choix de transformation digitale, plutôt que d'être la dernière best practice ou une optimisation dans la boîte en espérant qu'il y a un gentil ange qui va empêcher tout le reste de bouger parce que sinon ça ne sert à rien. Voilà. La transformation digitale se reconnaît, la bonne chose à faire, comme je dis, comme ils avaient bien compris que déjà il y a longtemps, la bonne chose à faire se reconnaît en circonstance. Donc vous êtes sur votre legacy de code dont vous vous occupez ou sur votre architecture que vous êtes en train, vous êtes capable, en vous organisant avec d'autres, de poser des questions et dire attends, si on fait ça, est-ce qu'il n'y a pas un effet de bord, etc. Et donc ce professionnalisme est la chose la plus valable que nous ayons. Quand je dis c'est mieux de faire bien, ça a une autre incidence, c'est le monde va bien dans la mesure où les gens ont bien fait. Malgré les machines, on vient de dire. Parce que la machine qui décide des trucs toute seule, parfois on a de la chance et ça va bien, mais c'est vraiment quand on a de la chance. Et sinon, comme il n'y a pas un agent qui a un avis sur le truc, c'est un peu random, donc parfois le modèle est adapté, parfois non, donc c'est dommage. En revanche, quand quelqu'un a reconnu le bien faire et qu'il a réussi à le faire, là, ça déploie des cercles vertueux un peu partout, ça consolide une sorte de truc sympathique qui nous arrive, c'est quand on sent que les choses se passent correctement, quoi. Voilà, pas de questions plus. Et je rends la parole et comme ça la pause sera plus longue et on peut s'en féliciter. Voilà. super.